Jusqu'à présent, et tant bien que mal, l'abstention a toujours été possible dans l'histoire. Celui qui n'approuvait pas, il pouvait souvent se taire ou parler d'autre chose. Aujourd'hui, tout est changé. Le silence même prend un sens redoutable. À partir du moment où l'abstention elle-même est considérée comme un choix, puni ou loué comme tel, l'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. Embarqué me paraît ici plus juste qu'engagé. Il ne s'agit pas en effet pour l'artiste d'un engagement volontaire, mais plutôt d'un service militaire obligatoire. Tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps. Il doit s'y résigner, même s'il juge que cette galère sent le hareng, que les gardes chiournes y sont vraiment trop nombreux et que, de surcroît, le cap est mal pris. Nous sommes en pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir s'il le peut, c'est-à-dire en continuant à vivre, en continuant de vivre et de créer. À vrai dire, ce n'est pas facile et je comprends que les artistes regrettent leur ancien confort. Le changement un peu brutal, certes, il y a toujours eu dans le cirque de l'histoire le martyr et le lion. Le premier se souvenait de consolation éternelle, le second de nourriture historique bien saignante. Mais l'artiste jusqu'ici était sur les gradins. Il chantait pour rien, pour lui-même. Ou, dans le meilleur des cas, pour encourager le martyr et distraire un peu le lion de son appétit. Maintenant, au contraire, l'artiste se trouve dans le cirque. Sa voix forcément n'est plus la même. Elle est beaucoup moins assurée. On voit bien tout ce que l'art peut perdre à cette constante obligation. L'aisance d'abord et cette divine liberté qui respire dans l'œuvre de Mozart. On comprend mieux les ragards et butés de nos œuvres d'art, leur fond soucieux, leur débâcle soudaine. On s'explique que nous ayons ainsi plus de journalistes que d'écrivains, plus de boy scouts de la peinture que de Cézanne, et qu'enfin la bibliothèque rose ou le roman noir ait pris la place de la guerre et la paix, ou de la chartreuse de Parme. Bien entendu, on peut toujours opposer à cet état de choses la lamentation humaniste, devenir ce que Stéphane Tropimovitch dans Les Possédés veut être à toute force, le reproche incarné. On peut aussi voir comme ce personnage des accès de tristesse civique, mais cette tristesse ne change rien à la réalité. Il vaut mieux, selon moi, faire sa part à l'époque, puisqu'elle la réclame si fort, et reconnaître tranquillement que le temps des chers maîtres, des artistes à camélia et des génies montés sur fauteuil est terminé. Créer aujourd'hui, c'est créer dangereusement. Toute publication est un acte, et cet acte expose aux passions d'un siècle qui ne pardonne rien. Les questions, la question, n'est donc pas de savoir si cela est ou n'est pas dommageable à l'art. La question, pour tous ceux qui ne peuvent vivre sans l'art, et ce qu'il signifie est seulement de savoir comment, parmi les polices de tant d'idéologies, que d'église, quelle solitude, l'étrange liberté de la création reste possible. Il ne suffit pas de dire à cet égard que l'art est menacé par les puissances d'État. Dans ce cas, en effet, le problème serait simple. L'artiste se bat ou capitule. Le problème est plus complexe, plus mortel aussi. Dès l'instant où l'on s'aperçoit que le combat se livre au-dedans de l'artiste lui-même. La haine de l'art, dont notre société offre de si beaux exemples, n'attend d'efficacité aujourd'hui que parce qu'elle est entretenue par les artistes eux-mêmes. Le doute des artistes qui nous ont précédés touchait à leur propre talent. Celui des artistes d'aujourd'hui touche à la nécessité de leur art, donc à leur existence même. Racine, en 1957, s'excuserait d'écrire Bérénice au lieu de combattre pour la défense de l'édite Dante. Cette mise en question de l'art par l'artiste a beaucoup de raisons, dont il ne faut retenir que les plus hautes. Elle s'explique, dans le meilleur des cas, par l'impression que peut avoir l'artiste contemporain de mentir, de parler pour rien, s'il ne tient compte des misères de l'histoire.
Ce qui caractérise notre temps, en effet, c'est l'irruption des masses et de leurs conditions misérables devant la sensibilité contemporaine. On sait qu'elle existe alors qu'on avait tendance à l'oublier. Ici, on le sait, ce n'est pas que les élites artistiques ou autres soient devenues meilleures, non. Rassurons-nous, c'est que les masses sont devenues plus fortes et empêchent qu'on les oublie. Il y a d'autres raisons encore, et quelques-unes moins nobles, à cette démission de l'artiste. Mais, quelles que soient ces raisons, elles concourent au même but. Décourager la création libre en s'attaquant à son principe essentiel qui est la foi du Créateur en lui-même. L'obéissance d'un homme à son propre génie, a dit magnifiquement à Emerson, c'est la foi par excellence. Un autre écrivain américain du 19e siècle ajoutait « Tant qu'un homme reste fidèle à lui-même, tout abonde dans son sens, gouvernement, société, le soleil même, la lune et les étoiles. » Ce prodigieux optimisme semble mort aujourd'hui. L'artiste, dans la plupart des cas, a honte de lui-même et de ses privilèges s'il en a. Il doit répondre avant toute chose à la question qu'il se pose. L'art est-il un luxe mensonger? La première réponse honnête que l'on puisse faire est celle-ci. Il arrive en effet que l'art soit un luxe mensonger. Sur la dunette des galères, on peut toujours, et partout, nous le savons, chanter les constellations pendant que les forçats rament et s'exténuent dans la cale. On peut toujours enregistrer la conversation mondaine qui se poursuit sur les gradins du cirque pendant que la victime craque sous la dent du lion. Et il est bien difficile d'objecter quelque chose à cet art qui a connu de grandes réussites dans le passé. Sinon, ceci, que les choses ont un peu changé et qu'en particulier le nombre des forçats et des martyrs a prodigieusement augmenté sur la surface du globe. Devant tant de misère, cet art, s'il veut continuer d'être un luxe, doit accepter aujourd'hui d'être aussi un mensonge. De quoi parlerait-il en effet, s'il se conforme à ce que demande notre société dans sa majorité? Il sera divertissement sans portée s'il la refuse aveuglément, si l'artiste décide de s'isoler dans son rêve, il n'exprimera rien d'autre qu'un refus. Nous aurons ainsi une production d'amuseurs ou de grammairiens de la forme qui, dans les deux cas, aboutit à un art coupé de la réalité vivante. Depuis un siècle environ, nous vivons dans une société qui n'est même pas la société de l'argent. L'argent ou l'or peuvent susciter des passions charnelles, mais celle des symboles abstraits de l'argent. La société des marchands peut se définir comme une société où les choses disparaissent au profit des signes. Quand une classe dirigeante mesure ses fortunes non plus à l'arpent de terre ni au lingot d'or, mais au nombre de chiffres correspondant idéalement à un certain nombre d'opérations d'échange, elle se voue du même coup à mettre une certaine sorte de mystification au centre de son expérience et de son univers. Une société fondée sur des signes et dans son essence une société artificielle où la vérité charnelle de l'homme se trouve mystifiée. On ne s'étonnera plus alors que cette société ait choisi pour en faire sa religion une morale de principe formel et qu'elle écrive les mots de liberté et d'égalité aussi bien sur ses prisons que sur ses temples financiers. Cependant, on ne prostitue pas impunément les mots. La valeur la plus calomniée aujourd'hui est certainement la valeur de liberté. De bons esprits, j'ai toujours pensé qu'il y avait deux sortes d'intelligence, l'intelligence et l'intelligence bête. Mettre en doctrine qu'elle n'est rien qu'un obstacle sur le chemin du vrai progrès, mais des sottises aussi solennelles on peut être proféré parce que pendant 100 ans, la société marchande a fait de la liberté un usage exclusif et unilatéral, l'a considéré comme un droit plutôt que comme un devoir, et n'a pas contraint de placer aussi souvent qu'elle l'a pu une liberté de principe au service d'une oppression de fait. Dès lors, quoi de surprenant si cette société n'a pas demandé à l'art d'être un instrument de libération, mais un exercice sans grande conséquence et un simple divertissement. Tout un beau monde où on avait surtout des peines d'argent et seulement des ennuis de cœur s'est ainsi satisfait pendant des dizaines d'années de ces romanciers mondains et de l'art le plus futile qui soit, celui à propos duquel Oscar Wilde
songeant à lui-même, avant qu'il ait connu la prison, disait que le vice suprême est d'être superficiel. Les fabricants d'art, je n'ai pas encore dit les artistes de l'Europe bourgeoise avant et après 1900, ont ainsi accepté les responsabilités parce que la responsabilité supposait une rupture épuisante avec leur société. Ceux qui ont vraiment rompu s'appelaient Rimbaud, Nietzsche, Strindberg, et l'on connaît le prix qu'ils ont payé. C'est de cette époque que date la théorie de l'art pour l'art, qui n'est que la revendication de cette irresponsabilité. L'art pour l'art, le divertissement d'un artiste solitaire est bien justement l'art artificiel d'une société factice et abstraite. Son aboutissement logique, c'est l'art des salons, l'art purement formel qui se nourrit des préciosités d'abstraction, qui finit par la destruction de toute réalité. Quelques œuvres enchantent ainsi quelques hommes, tandis que beaucoup de grossières inventions en corrompent beaucoup d'autres. Finalement, l'art se constitue en dehors de la société et se coupe de ses racines vivantes. Peu à peu, l'artiste, même très fêté, seul, du moins connu de la nation par l'intermédiaire de la grande presse, de la radio, qui en donneront une idée commode et simplifiée. Plus l'art se spécialise en effet, plus nécessaire devient la vulgarisation. Des millions d'hommes auront ainsi le sentiment de tel ou tel grand artiste de notre temps, parce qu'ils ont appris par les journaux qu'ils élèvent les canaris, ou qu'ils ne se marient jamais que pour 6 mois. La plus grande célébrité aujourd'hui consiste à être admiré ou détesté sans avoir été lu. Tout artiste qui se mêle de vouloir être célèbre dans notre société doit savoir que ce n'est pas lui qui le sera, mais quelqu'un d'autre, sous son nom, qui finira par lui échapper, et peut-être un jour par tuer en lui l'artiste véritable.